Hey coucou! Alors, on est le vendredi 1er mai. Pause repas, studio mobile et début de vlog ensemble. Je viens tout juste de terminer ma dernière lecture audio. Je viens tout juste de clore le dernier vlog avec vous. Et je me lance tout joyeusement dans une nouvelle semaine livresque. J'ai pas tant de plans de lecture pour le moment. Je vais toujours encore avec le principe mood reading. Mais on est le 1er mai, donc qui dit 1er mai dit autre livre du fameux défi Eric Christie 2026 du conte Official Agatha Christie. Et pour le mois de mai, le livre qui est proposé, c'est un recueil d'histoires courtes. Simplement, je suis moins là-dedans. Mais c'est The Labor of Hercules. The Labors of Hercules, donc les travaux d'Hercule. Et c'est un recueil, dans le fond, qui met en scène les histoires d'Hercule Poirot, qui va se donner un peu un défi avant sa retraite de n'accepter que le nombre d'affaires qui vont correspondre aux fameux travaux d'Hercule. Donc, j'ai trouvé une version audio qui est lue par un de mes narrateurs préférés, qui est Hugh Fraser. Et je vais sans doute commencer cette lecture-là pour la suite, dans le fond, de la semaine. Le début de la fin de semaine, puis la suite de la semaine. Mais sinon, j'ai pas d'autres plans, a priori. Donc, je vais vous prendre dès que je peux pour poursuivre le vlog. Mais je voulais juste lancer ça, joyeusement. Alors, allez, c'est parti! Viennent récupérer leur fric, voilà, en gros. Et du coup, elle a cru qu'elle allait mourir, donc elle décide que c'est le moment de partir. Donc elle décide de partir du côté nord, et nous on la retrouve 9 ans plus tard, elle a 25 ans. C'est peut-être pour dessiner, colorier. Ah, peut-être qu'on se met à la place des personnages qui ont survécu. Bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 4 mai et je suis en congé, mais j'ai pas vraiment eu congé aujourd'hui parce que, avec mes deux vies professionnelles là, en ce moment, j'allais un coup de main à la biblio du village, puis j'avais beaucoup de trucs à faire. Fait que donc, je suis rentrée ce matin. Et ben voilà, ça paraît dans mes petits yeux. Je suis à la recherche de temps sauvage. Il va falloir que je trouve une manière de m'organiser les semaines autrement pour les prochaines semaines, parce que sinon, je ne pourrais pas profiter vraiment du printemps puis de l'été. Donc, voilà où j'en suis. Est-ce que je vais avoir des lectures aujourd'hui? Un peu, parce que je suis toujours dans The Labors of Hercules, je ne sais pas, les travaux d'Hercule, d'Agatha Christie. Et c'est sûr que ça, je ne sais pas si je l'ai déjà lu. Dans mes statistiques, ça dit que je ne l'ai pas lu, mais ça me dit quelque chose. J'ai peut-être déjà lu quand j'étais plus jeune. Aussi, en fait, ce que c'est que c'est sûr que c'est un concept intéressant parce qu'on va vraiment entendu, comme je vous disais, retrouver Hercule Poirot qui va se choisir 12 travaux, 12 travaux d'Hercule, va décider de prendre à la lettre le côté que. Il y a quelqu'un, en fait, qui dit au départ de ce recueil-là que il connaît peut-être pas les grands classiques mythologiques et tout ça, puis ça manque à sa culture. Puis là, bien évidemment, c'est Hercule Poirot, fait qu'il va se dire non, mais j'en connais quand même quelques-uns. Puis il va se lancer dans se choisir des affaires qui sont en rapport avec chacun des travaux d'Hercule. Donc, dans la mythologie. Et ben voilà, dans le fond, c'est l'excuse de nous présenter des courtes affaires en version accélérée, en format nouvelle, mais avec toujours ce fil rouge-là qui était le fil des travaux d'Hercule. Comme tous les recueils, c'est pas toujours égal. En même temps, ce que j'ai trouvé surtout, c'est que j'en ai quand même, il y en a quelques-unes des histoires que j'ai beaucoup aimées. Puis habituellement, c'est les histoires que j'avais pas l'impression d'avoir déjà lues. Et pourquoi j'avais pas l'impression d'avoir déjà lu ça, c'est que on sent qu'Agatha Christie a peut-être potentiellement, soit qu'elle a écrit ça avant, quand elle a écrit les romans pleine longueur, ou elle a utilisé certains ressorts qu'elle avait déjà utilisés dans des romans de longue durée pour les reprendre dans des short stories, mais vraiment des ressorts puis
c'est assez reconnaissable, là, donc assez que je me suis dit: «J'ai-tu déjà lu ça?» Donc c'est sûr que dans ce essai-là, c'est pas que j'aimais pas ça, mais je savais un peu qu'est-ce qui allait se passer, donc c'est un peu moins enlevant. Mais j'aime bien le petit côté d'Hercule Poirot qui va toujours aller chercher justement des affaires qui ont l'air en apparence assez banales, des affaires sur lesquelles en temps normal, le grand Hercule Poirot se serait pas penché, mais que là, finalement, il va se pencher et qu'il y a toujours un peu, il y a toujours quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus tordu, un peu plus inextricable que, a priori, quand Hercule Poirot est mêlé à l'affaire. Donc, c'est plaisant. Puis c'est le niveau de concentration que je peux consacrer à mes lectures en ce moment. Donc, en plus, c'est narré par le fameux Hugh Fraser. Donc, ça s'écoute tout seul. Mais c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai fait cet après-midi. Ce matin, j'étais en, en, en travail pro. Mais là, cet après-midi, j'ai relaxé. J'ai rattrapé mon booktube. J'ai écouté les Hercule Poirot en faisant mes commissions. Et ben voilà, c'est ça. C'est là où j'en suis. Et ben c'est ça. Là, dans le fond, j'achève un peu cette lecture-là. Je sais pas qu'est-ce que je vais me choisir comme autre lecture audio, mais j'aimerais quand même ça essayer de mettre en lecture papier. J'aimerais ça en mettre au moins une par semaine parce que j'aimerais ça avancer. Puis ces temps-ci, comme j'ai moins de concentration, j'ai tendance à prendre des livres audio parce que je peux justement lire en continu. J'avais déjà expliqué la raison pour laquelle, entre autres, j'aime les livres audio. C'est que je peux commencer une lecture puis pas l'interrompre. Je la poursuis dans les transports, la poursuivre pendant des tâches quotidiennes. Puis quand j'ai moins de concentration, ça m'aide à pas décrocher parce que ma lecture est moins morcelée. Donc, je m'en choisis quand même une, mais j'aimerais ça me dire que si je pouvais lire au moins une lecture papier par semaine, ça serait bien. Ça se peut que ce soit des romans graphiques, ça se peut que ce soit des romans, mais j'aimerais ça. C'est donc ce que je me suis souhaité pour le mois de mai, donc je vais essayer de voir si je suis capable de le mettre en place. Mais il y a surtout, il va falloir que je me trouve des façons d'avoir l'impression d'avoir un peu de temps pour moi. Donc, c'est pas nécessairement des grandes durées, mais puis c'est pas parce que j'ai un horaire de premier ministre, c'est juste que je m'étais habituée à une certaine routine, puis là, ben, ce que je fais, ça me fait plaisir de le faire, puis ça me fait plaisir d'aider, mais ça me demande un peu plus de temps que d'habitude, puis ben, mon corps est une petite bébite d'habitude qui n'aime vraiment pas beaucoup se faire bousculer, donc c'est tout, il n'y a pas rien de plus que ça. Alors, sur ces bonnes paroles, je me dirige vers la soirée, puis ben, on se reprend quand je peux. She's there for a job interview. Caught off guard and too embarrassed to correct him, Gilda is abruptly hired to replace the recently deceased receptionist, Grace. Bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 6 mai et je suis en télétravail, mais finalement, malheureusement, ça va être un après-midi convalescence pour moi. Je la pause midi parce que depuis cette nuit, j'ai une migraine de la mort et j'ai tenu sur les médicaments ce matin, mais ça... Oh, désolée. Vous allez comprendre pourquoi Léka va s'en venir ici parce que devant moi, j'ai une boîte un peu maganée, donc elle va vraiment, en fait, s'en soucier. Peut-être que je pourrais commencer par ça alors. Donc, je vous reprenais pour vous parler du fait que j'avais terminé ma lecture audio. Mais là, je ne sais pas si je vais pouvoir... Peut-être qu'elle va juste s'installer sur la boîte. Ouais. On va essayer d'y aller. Bref. Cet après-midi, ça va être noirceur, repos et boire de l'eau et... Voilà, migraine, quoi, c'est pas grave, c'est juste que ça faisait un petit bout que j'avais pas eu ça. Alors, j'ai terminé la lecture audio hier de The Labours of Hercules, je me souviens jamais comment ils disent, Les Travaux d'Hercule d'Agatha Christie, qui est un recueil de nouvelles dont le fil rouge est quand même intéressant parce que c'est lié en fait aux fameux travaux d'Hercule mythologiquement parlant, mais tels que déterminés par Hercule Poirot, le détective. Puis, comme je vous disais, c'est en effet un recueil de nouvelles où, évidemment, j'ai trouvé les nouvelles inégales, mais pas à ce point. Parce que souvent, dans les recueils de nouvelles, moi, ce que j'ai connu, c'était plus comme, disons, 3-4 bonnes nouvelles, puis les autres vraiment pas tant bonnes. Là, je vous dirais que la plupart des nouvelles sont correctes, sont bonnes. Puis, il y en a peut-être 2-3 qui sortent du lot, puis sont intéressantes. Puis, c'est habituellement les nouvelles, comme je vous disais, qui ne reprennent pas nécessairement des mécanismes d'intrigue que Agatha Christie aurait utilisés plusieurs fois ou presque textuellement dans un roman longue durée. Donc, j'ai bien aimé ça. Ce qui m'a... Évidemment, bon, ça reste
des Hercule Poirot de courte durée. C'est toujours différent un peu comme rythme, mais c'est intéressant parce qu'habituellement, il y a quand même une certaine... C'est quand même impressionnant à quel point elle peut mettre une certaine profondeur d'intrigue dans si peu de temps, avec quand même une pas pire galerie de personnages habituellement. Bien sûr que la plupart sont dessinés assez rapidement, mais c'est pas juste comme un seul personnage. Donc, tu sais, je trouve quand même que l'art de la nouvelle ou de la short story pour Agatha Christie était quand même pas mal maîtrisé. Je voulais absolument lire sur à quel moment elle avait rédigé les travaux d'Hercule, à savoir si elle avait rédigé ça en amont de ses romans longue durée qui reprennent les fameux mécanismes d'intrigue dont je vous parlais, ou si c'était plus vers la fin de sa vie. Ça me semble un petit peu plus tardif peut-être, parce qu'en vrai qu'il y a plus de notes de modernité dans ces nouvelles, mais peut-être que je me trompe. Donc, écoutez, j'ai bien apprécié ça. C'était en plein ce que ça me prenait parce que c'était très court. J'arrivais à compléter, dans le fond, des fois une à deux histoires dans un déplacement ou une histoire et demie dans un déplacement. Et évidemment, Hugh Fraser, le narrateur, a vraiment aidé. Hercule Poirot, il est à son meilleur. C'est un Hercule Poirot, encore une fois, proche de la retraite, mais qui garde encore toutes ses facultés cognitives et qui garde encore une fois l'absence de le fait qu'il soit absolument pas humble et son orgueil un peu mal placé parce qu'il va dire qu'il va décider vraiment de se dire mais je vais réussir à faire les 12 travaux d'Hercule. Et c'est quand même en effet, ça va toujours être des cas qui vont, comme je vous disais, qui vont proposer quelque chose au-delà des apparences. Donc je trouve ça intéressant. Le fil rouge avec la mythologie est quand même pas juste plaqué. Je trouve qu'il est quand même intéressant. Le contenu de la nouvelle a quand même un certain rapport. Bon, est-ce que ça a été plutôt fait après? Elle avait fait plusieurs nouvelles à chercher un fil rouge, puis Agatha Christie l'a monté ainsi, mais pour une fois, je trouve ça intéressant. On a quand même l'impression que ça se tient finalement tout au fil du recueil de nouvelles. Donc, si jamais ça vous dit, c'est intéressant. Si vous voulez découvrir Hercule Poirot, c'est assez... ça rassemble pas mal les grandes lignes de son personnage. Par contre, attention, comme je vous dis, des mécanismes d'intrigue, peut-être que vous allez retrouver dans d'autres romans longue durée. Donc, si c'est votre premier Agatha Christie, ben sachez que ça se peut que vous ayez l'impression à un moment donné de relire un livre comme ça quand vous allez... je vous dirai pas les titres pour pas vous divulgacher, mais il y en a vraiment qui reviennent. Puis si vous avez tout lu l'œuvre d'Agatha Christie, au pire, vous allez juste rentrer dans vos pantoufles comme il faut. Mais c'est juste que c'est assez... il y en a que c'est vraiment presque, comme je vous disais, là, péripétie pour péripétie, là, mais bon, c'est pas grave. Donc, agréable lecture du mois du Read Christie 2026. À date, j'ai pas été déçue. Puis à date, j'ai pas mal toujours pris la lecture suggérée. Je suis pas allée dans les lectures alternatives. Donc, ça me plaît bien. Ça faisait deux ans, je pense que je l'avais pas fait. Puis je pense que ça a fait du bien pour moi de prendre une petite pause. Puis cette année, je découvre il y a des textes que j'avais moins lus et des textes que j'avais mis de côté parce que je suis jamais totalement à l'aise dans ces textes-là. Puis cette année, ça a donné que j'avais à les lire. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça me permet de les percevoir autrement. Alors voilà pour ma lecture terminée. Et sinon, ben, comme vous pouvez le constater, je sais pas, je vais arriver à vous lever le chat avec. On a eu un envoi. Allez, allez. Ow! Non. Allez, allez. Hop. Donc, je vais l'ouvrir le plus rapidement possible pour pouvoir lui donner la boîte parce qu'elle attend ça avec impatience. Alors, la boîte a vraiment morflé. Elle a l'air d'avoir fait plusieurs rebonds à l'intérieur du camion de livraison. Mais bon, on va voir. Donc, c'est des livres, évidemment. J'ouvre ça. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais sortir quand même les livres. Je vais essayer de ne pas vous les montrer. Je vais les sortir de la boîte pour être capable de donner la boîte à mon chat. Elle est bien heureuse. Désolée pour le bruit. Alors, c'est parti pour... Ce sera des livres. Ce sont tous des livres, je pense, que j'ai pas lus. Non, 2 livres que j'ai lus, puis un livre que j'ai pas lu. Puis c'est plus pour la collection. Donc, je vais commencer par les livres que j'ai pas lus. Mais c'est un auteur que vous allez reconnaître. Et c'est un Peter May. Donc, c'est A Winter Grave. Celui-ci, ça fait partie de ces livres qui font partie d'une série, qui ne font pas partie d'une série. Puis, je ne sais pas si c'est un grand caractère, mais il me semble que c'est comme super écrit. C'est écrit vraiment gros. C'est pas grave. Vu que j'ai des petits yeux vieillissants, peut-être que ça va m'aider aussi. Alors, A Winter Grave, c'est un jeune météorologue qui est parti justement vérifier sur le dessus d'une montagne, une station météorologique, va découvrir un corps d'un homme qui a été enterré, entre guillemets, dans la glace. Et
l'homme qui est mort, en fait, c'était un journaliste d'enquête qui s'appelle George Younger et qui était disparu depuis 3 mois, alors qu'il était parti dans ce qui avait déterminé être une vacance de randonnée. Donc, j'imagine que, puis je sais pas, ça dit Cameron Brody, a veteran Glasgow detective, donc un détective de Glasgow qui va finalement se porter volontaire pour enquêter sur cette mort-là. Donc, Peter May, de toute façon, je sais, rien d'autre à dire. Alors voilà. Sinon, ça fait longtemps que je me cherche une édition, j'espère qu'elle va être correcte, ouais. Une édition format poche, dans le fond, parce que j'ai beaucoup d'éditions de Lucy Maud Montgomery, les Anne of Green Gables. J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup du premier tome Anne of Green Gables. Je me cherche encore les éditions qui me plaisent le plus pour la série complète. Jusqu'à maintenant, j'en avais trouvé, mais souvent, ça va être des classiques refaits, puis c'est soit que la reliure n'est pas nécessairement intéressante, soit qu'il n'y a pas de marge ou tout ça. Puis là, je me cherchais quand même quelque chose qui était abordable, mais c'est surtout qui me plaisait. Puis là, ben, j'ai vu celle-ci, puis vraiment, les illustrations de couverture, parce qu'on s'entend que le contenu est le même, me plaisaient bien. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le nom de la personne qui a fait la création, en espérant que c'est pas de l'IA. Nanani. Paper used. Hop. On n'a pas rien sur l'autrice, l'illustrateur. Non, c'est pas indiqué. Bref, donc j'ai pris ce premier tome-là pour Emily of New Moon, donc le premier tome de la série Emily de la Nouvelle. Désolée pour l'interruption, mais clairement, je sais pas si elle annonce de la pluie, mais mon chat est vraiment insupportable en ce moment. Il est en train de graffiner des meubles anciens pour essayer de grimper dessus alors qu'elle pouvait pas, donc super intéressant. Je vous disais donc que Emily de la Nouvelle Lune est une série de Lucy Maud Montgomery, qui est une série une trilogie et qui propose un personnage qui est un peu dans les âges de Anne Shirley, mais son existence est un petit peu différente. Elle demeure une orpheline, mais elle va être accueillie par la tante de sa mère, les tantes de sa mère, et c'est surtout une jeune femme dont le rêve depuis toujours, c'est de devenir poétesse. Donc, si, mettons, on a connu avec Anne qu'elle aimait l'imaginaire, qu'elle a fini par écrire, ça ne demeurait pas nécessairement son objectif. Ben oui, mais on la suit plus dans sa vie quotidienne que dans sa vie d'autrice. Dans le Emily of New Moon, on va suivre plus, oui, sa vie, son évolution, passage à l'âge adulte et tout ça, mais aussi quand même vraiment beaucoup tout son processus créatif. Donc, c'est super intéressant. J'ai toujours un peu préféré, j'aime bien les 3 premiers de la série Anne la Maison au Pignon Vert, plus le dernier qui est Rhea of Ingleside, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, si je ne l'avais pas lu, ça vaut vraiment la peine. Mais dans le milieu, ça dépend. Je serais peut-être dû pour une relecture. Mais tu sais, c'était un peu variable, surtout dans les derniers tomes de la série, là, avant le Rhea. Mais Emily of New Moon, j'avais toujours trouvé ça satisfaisant vraiment à lire. Puis, c'est toujours des couvertures affreuses. Bon, je sais que c'est mineur, mais en même temps, je me dis, si je pourrais avoir une copie pour mes étagères, il faut bien que ça me plaise. Donc, comme je vous disais, ça, c'est la première, en fait, la copie, la couverture. Puis les 2 autres, on les verra peut-être pas très bien, mais c'est évidemment la même personne qui a fait les illustrations. Donc, je pense que je vais tout simplement, là, j'ai eu le premier tome à rabais, mais je vais essayer juste de trouver tout simplement les éditions. C'est chez Virago Modern Classic. Voilà. Donc, ceci. Et cette édition-là, que j'espère qu'il peut trop maganer. Non. Ça, c'est vraiment à cause des illustrations. Encore une fois, j'ai aucune idée de ce que ça a l'air à l'intérieur. Je pense que je vais le regarder un peu avant. Ah, ça a l'air vraiment satisfaisant, je pense. Chouette. C'est une édition, une autre édition, celle-là aussi j'en ai beaucoup, de Mary Poppins, mais le premier tome en tout cas, donc de P.L. Travers, mais illustré par Lauren Child, que j'ai connu dans ses séries jeunesse, traduites en français chez La Courte Échelle. Il me semble qu'il y avait les Clarice Bean, puis les Lola et quelque chose dans les albums jeunesse. Clarice Bean, c'était un roman. D'ailleurs, Clarice Bean, si vous ne connaissez pas ça, c'est super cool. C'est comme... C'est un peu un journal d'une enfance un peu décomplexée. C'est pour les peut-être 8-10 ans. C'est super dynamique au niveau de la mise en page. Mais je pense que c'est plus édité. Ça avait été racheté les droits. C'est des droits de traduction par La Courte Échelle. Je pense que c'est plus édité, mais c'était super intéressant. Elle a vraiment un bon sens de l'humour, le personnage de Clarice Bean. Mais je viens de me souvenir que finalement, c'est vraiment une série que j'avais adorée. Donc, je connaissais cette autrice-là cette créatrice-là par cette série-là, mais elle faisait aussi le texte et les illustrations. Et dans celui-ci, évidemment, c'était le texte original de P.L. Travers, mais avec les illustrations de Lauren Child. Fait que je vais essayer de vous en trouver peut-être sa façon de voir le fameux
Dirk, qui va dessiner ces fameux dessins magiques. La famille, est-ce que ça c'est la famille, oui, à number 17, ouais, la famille Banks. Ils sont sans doute un peu drabes avant qu'elle arrive. Puis après ça, j'imagine qu'ils vont être en couleur. Oui. Wow. Donc, quand j'ai vu Celerin Child, je me suis dit que ça valait la peine. Donc ça, c'est vraiment pour ma collection, encore une fois. Et c'est tout, voilà, pour ce book haul. Maintenant, évidemment que je me suis installée et le chat a enfin sa boîte assez calmée. Mais je ne sais pas pourquoi tantôt, elle était vraiment... Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vais aller m'effondrer sur le divan, fermer les rideaux et essayer de faire la danse silencieuse et immobile de la migraine pour essayer que ça passe. Et je vais peut-être vous reprendre, je ne sais pas si je vais pouvoir vous reprendre dans les prochains jours parce qu'en fait, à partir de demain, pour 2 jours, je vais être en congrès. Donc, je vais faire beaucoup de déplacements. Je reviens à la maison, mais je fais beaucoup de déplacements, donc méchant train, fait que je peux lire. J'aimerais ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé une nouvelle lecture. Voyons. J'ai commencé une nouvelle lecture audio et j'aimerais ça lire un livre papier par semaine. Je vous avais dit que j'essayais de lire un livre papier par semaine. Donc, c'est possible que je me lance dans un des 2 romans que Sophie Gagnon-Roberge a écrit récemment. Et je pense que j'irai avec son 3e dans sa série Petit meurtre entre amis. Donc, c'est ces espèces de thrillers pour ados vraiment super bien construits. Ça se lit tout seul. Je vais avoir de l'aller-retour en train à faire. Oui, je peux écouter des livres audio, mais j'aimerais ça quand même faire la démarche vu que peut-être que pendant mes déplacements où je marche, je pourrais prendre les livres audio, mais quand je suis vraiment assise dans le train, ça me fait quand même pas mal d'heures de trajet. Je pense peut-être 3 heures au total. Je peux sans doute lire la majeure partie de ce livre-là juste dans les trains, donc voilà. Sinon, ma lecture en cours, c'est... J'ai décidé de me lancer dans... Cette semaine, ça va être tous des romans policiers, mais différents sous-genres, disons. Je vais avoir eu The Golden Age, Short Story, de romans policiers avec Agatha Christie. J'entame un Cozy Mystery et je vais sans doute avoir un thriller pour ados. Donc, c'est mon but cette semaine. J'ai donc entamé le tome 5, je ne savais pas du tout qu'il était sorti, des fameux des romans de Robert Thorogood qui, je me souviens plus c'est quoi, c'est de Marlowe Murder Club. En français, c'est Les Dames de Marlowe. C'est un Cozy Mystery que je suis parce que je suis attachée au personnage, mais que je suis pas toujours... Il me satisfait pas à 100%. Cette série-là me satisfait pas à 100%. On n'est vraiment pas dans, disons, la finesse ou la nuance ou l'importance tant des sujets abordés ou la profondeur on peut retrouver, par exemple, dans les Richard Osman avec le Thursday Murder Club ou les Julia Chapman et tout ça. Mais je trouve ça intéressant. C'est un trio un peu particulier. On a Judith Potts, qui est une verbicruciste, donc une femme qui vit seule, qui semble avoir un passé pas évident, qui a perdu son mari et qui est un peu enfermée dans cette espèce de bulle-là, qui habite sur le bord de la Tamise. Elle crée des mots croisés depuis des années et elle n'a pas la langue dans sa poche. Et elle a un grand penchant pour le scotch ou le whisky. Le scotch, sans doute, quand même. La Tamise. En tout cas, je pense que c'est du whisky, là. Et éventuellement, elle va se retrouver ainsi que 2 personnes de son entourage, une qui est une de ses grandes amies, puis l'autre qui finit par se joindre à leur trio, qui Suzy, je pense, qui est une de ses amies, qui est entre autres, anime une émission de radio sur les animaux et une promeneuse de chiens professionnelle. Et Beck, qui est la femme du vicaire, ou la femme du pasteur, quelque chose comme ça. Et... Encore mon chat qui est arrivé. Mais qui est comme une femme un peu déchirée entre le rôle social qu'elle pense qu'elle doit avoir et son rôle de femme et son existence en soi et ses capacités. On va la réduire souvent aux côtés de femme deuil et puis femme au foyer, puis c'est quelque chose qu'elle ne veut pas nécessairement. Ça demeure quand même celle des 3 qui est la plus politically correcte, évidemment. À cause de son rôle dans la société, elle est habituée à ajuster ses paroles, ses interactions en dépendant du contexte, tout en restant dans la politesse, mais il ne faut pas se fier à son petit côté un peu sage. Il y en a beaucoup derrière ce petit regard tranquille qui se trame, qui se cache, et évidemment qui vont travailler en collaboration avec la police. Donc dans ce cas-ci, je pense que c'est l'inspectrice, c'est pas Tanaka, il y a un cas, Taraka, je vais vous mettre le nom. Qui est une inspectrice locale, qui n'a pas été reconnue beaucoup dans les derniers livres, mais qui éventuellement va finir par être reconnue dans un poste un peu plus
élevé. Donc, un peu dans les standards, les codes standards du Cozy Mystery. Mais évidemment que l'enquête est vraiment menée majoritairement par les 3 femmes, ce qui répond au code, mais qu'ils ont besoin quand même de l'aide de la police parce qu'il faut quand même qu'ils soient arrêtés. Puis la police a finalement accepté par les prendre en consultante externe, un peu comme ils font avec, par exemple, dans les Richard Osman. Donc, voilà. Donc, c'est une dynamique intéressante, c'est confortable. La lectrice, il me semble que ça fait pas longtemps que j'ai entendu un livre raconté par elle. Je me demande vraiment juste c'est qui. Elle avait un nom qui finit par « it », qui m'a un peu surpris, que j'ai retenu. Je me souviens plus maintenant, parce que j'ai mal à la tête. Je vous mettrai la narration, mais très sympathique. Donc, fort agréable. Donc, je vais peut-être... En ce moment, je ne suis pas capable d'écouter le livre. Écoutez, aïe aïe, je me suis fait attaquer, vous avez vu? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ah! Capturé sur le vif. Bon. Je suis pas capable d'écouter les livres audio, je suis pas capable de lire en ce moment, j'ai trop mal à la tête, mais bon, quand ça va aller mieux, je vais poursuivre ma lecture audio. Alors voilà, long segment pour une fille qui a mal à la tête, mais je vais aller me reposer. Je reprends dès que je peux, puis je vais être en cavale pour les prochains jours. À tout de suite! Hey, bonjour aux autres. Alors, on est le jeudi 7 mai et je suis de retour de ma grosse journée de congrès. Il est un peu tard, j'ai pas encore mangé, mais j'ai finalement procédé à ce que je voulais faire cette semaine, c'est-à-dire bien entamer quand même, le fameux livre, troisième tome de la série Petit meurtre entre amis de Sophie Gagnon-Roberge. Donc, c'est le tome qui s'intitule Apparence. Et j'ai ouvert la 4e de couverture parce que comme c'est un thriller ado, jeune adulte, dans cette série-là, c'est toujours ça. Je ne vais pas trop vous en dire, puis je trouve que la 4e de couverture a été bien rédigée, donc je me lance. Quand un meurtre est commis au beau milieu de la cour d'école, le portrait est clair. Tous savent qui a tué et qui est mort. Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses. Alors que des secrets concernant les adolescents impliqués sont peu à peu révélés, Caleb tente de démêler le vrai du faux, au risque de se mettre lui-même en danger. Alors donc, on suit Caleb. En tout cas, pour le moment, on est dans le point de vue de Caleb pendant tout le long des 70 premières pages. C'est un livre assez court, 200 pages, et je suis rendue à la page 70. Et on est dans le point de vue de Caleb, qui est un jeune garçon, un jeune ado, qui vit avec ses parents et sa sœur Jeanne, qui vivent les deux ensemble. Jeanne et lui, un moment pas évident parce que ses parents ont annoncé qu'elle allait se séparer. Sa sœur Jeanne qui gère pas du tout bien la situation pour différentes raisons, mais aussi parce que en raison du fait qu'elle est neuroatypique, tout ce qui est changement, pour elle, ça fonctionne pas. Donc, il y a ça à gérer à la maison, Caleb. Et à l'école, il y a son meilleur ami Irdens et sa meilleure amie Mia, avec qui il se tient. Et depuis quelque temps, il a remarqué que Mia avait visiblement rencontré quelqu'un. Et
Et voilà. Et ben ça fait pas vraiment plaisir à Hirdens, qui est le meilleur ami de Caleb, parce que bon, je pense qu'il y a un œil sur Mia. Et bon, c'est cette adolescence-là, tout en émotion brute qu'on va suivre dès le départ, mais malheureusement, éventuellement, il va s'en suivre quelque chose de terrible qui va se passer. C'est annoncé à nous dès le départ, donc on a une espèce d'entrée de journal du 14 avril, qui est le moment où, dans le fond, Caleb, qui est en train de faire un examen, va entendre dans la cour d'école la voix de son ami Mia et la voix d'un gars qu'il connaît, qui s'appelle Victor Marchand. Et quand il va arriver sur les lieux, on comprend qu'il va voir quelqu'un de mort. Donc, comme toujours, happé, j'ai été dans ce roman. L'écriture de Sophie Guérin-Roberge laisse absolument aucune chance au lecteur de porter attention à ce qui se passe à l'extérieur. La preuve, c'est que je l'ai entamé ce matin en me rendant au congrès, mais comme je voulais pas trop, il y avait beaucoup de monde à la gare centrale, je l'ai pas rentré dans quelqu'un. J'ai décidé de pas lire en marchant. Mais quand je me suis envenue, je me suis dépêchée de lire dans le train. Puis en fait, j'étais tellement pris dans ce que j'étais en train de lire que j'ai lu en marchant jusqu'à ma voiture dans le stationnement incitatif, ce que je vous incite pas à faire, car c'est dangereux. Non, il n'y avait pas de voiture, mais je vous incite quand même pas à le faire. Ne faites pas ça, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai fait. Donc, je le refais à regret parce que j'ai pas de version audio ou numérique de ce livre. D'ailleurs, je tiens à dire que ces 3 livres-là feraient des excellents livres audio, hein? Ciseaux Bulldog, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et j'ai pas la version audio. Donc, et je m'en vais à un souper. Donc, je vais attendre. En plus, je sais pas si je vais continuer ce soir parce que je veux qu'il m'en reste pour demain. Parce que dans le fond, je vais clairement le terminer demain dans le train aller-retour parce que j'ai encore un congrès. Mais bon, je vais aussi savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait que je peux aussi me dire que comme il fait 200 pages, je pourrais me permettre de lire 30 pages jusqu'à page 100. Puis après ça, demain, il me resterait 100 pages. Je préfère ça. C'est comme un compromis avec moi-même. Donc, voilà. Là où j'en suis. Donc, lecture en cours. Et, mais là, je vous parle de ma nouvelle lecture. Puis, je n'ai même pas parlé du fait que j'ai terminé finalement le fameux 5e tome des Dames de Marlowe, donc Marlowe Murder Club de Robert Thorogood, et c'était The Mysterious Affair of Judith Potts. Et c'était excellent, ma foi. C'était excellent parce que les autres tomes, je vous disais, c'était comme c'était Cozy Mystery. Là, je parle vraiment du coq à l'âne, mais j'ai une pensée que je ne vous ai pas du tout décrit cette lecture-là, donc je vais en profiter. Les autres tomes de la série, je m'étais attachée au personnage, mais il était développé, mais pas tant que ça. Un peu plus dans le premier tome, c'est vraiment une grosse mise en contexte assez longue, d'ailleurs, qui a fait décrocher beaucoup de monde. Mais moi, comme je l'écoutais en anglais, ça s'est bien passé. Fait que je sais pas si la traduction en français, c'était problématique. Mais à partir du 2e tome, j'ai quand même bien embarqué. Habituellement, par contre, les intrigues, j'ai trouvé correctes, intéressantes, mais pas nécessairement totalement enlevantes. Or, dans celui-ci, ben, je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus, mais l'intrigue qu'il y a est comme une intrigue un peu à 2 volets parce qu'il va y avoir une problématique dans laquelle, une mort en fait suspecte, dans laquelle le fameux trio va être indirectement lié. Et cette fois-ci, pas avec la sergente Tanika, l'inspectrice Tanika, c'est Tanika son nom en passant, parce que malheureusement, elle va être suspendue. Donc, ils vont travailler envers et contre la personne qui prend la place de Tanika à leur grande dame. Mais ça va aussi concerner quelque chose du passé de Judith Potts. Quelque chose un peu flou. Quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois, mais la mort de son mari, mais ça a été évoqué toujours de façon à ce qu'on comprenne qu'il s'est passé des choses qu'elle n'a pas nécessairement tout dit à tout le monde. Et pendant tout le long, on va suivre un peu ces 2 enquêtes-là, parce que dans le fond, son passé va revenir un peu hanter Judith Potts, pas un peu, très directement hanter Judith Potts. Ça va peser sur elle comme une épée de Damoclès, et elle va devoir gérer ça tout en essayant de résoudre en fait l'enquête dans laquelle ils sont impliqués indirectement, ou plutôt directement. Et cette fois-ci, je trouve que c'était super bien tricoté. J'ai vraiment apprécié ce roman-là, peut-être parce qu'il y avait 2 enquêtes parallèles, peut-être parce qu'il y avait 2 points de vue, peut-être parce que cette fois-ci, on brillait un petit peu plus les cartes du manichéen. Donc, je ne vais pas trop vous en dire, mais on brille un peu plus les cartes du manichéen. Donc, est-ce que le bien est vraiment bien? Est-ce que le mal est vraiment mal? Mais ça suscite la réflexion. Ça aborde aussi par la bande, puis vers la fin, un sujet quand même assez dur. Donc, on n'a pas beaucoup de descriptions, mais quand même, ça évoque un sujet assez dur.
et que je peux pas vous révéler parce que je vais un peu vous divulgacher une partie de la résolution. Donc, mais sachez qu'il y a une partie à la fin qui évoque ça, mais c'est vraiment évoqué. Donc, je pense que ça va comme dosage. Mais étrangement, ce 5e tome-là m'a vraiment plu. Je pense que ça a l'air de s'enligner pour être le dernier. La façon dont c'est conclu, ça pourrait être le dernier. Mais bon, est-ce que Robert Thorogood va vouloir continuer cette série vache à lait, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment plus apprécié l'écriture. Il y a eu plus de bien évidemment, il y a eu plus de développement personnel aussi des personnages. Je pense que c'est juste ça qui me plaît, là, mais il y a eu plus d'évolution personnelle des personnages parce que à cause de ce qui va concerner Judith Potts, puis comment ça va faire en sorte qu'on va encore plus voir à quel point, dans le fond, Bex et Suzy sont vraiment ses amis et tout. Donc, on verra. La narratrice, c'est Nicolette McKenzie. Je me souviens pas si je l'avais dit, mais c'est une très bonne narratrice. Une narratrice assez standard dans le sens où elle n'est pas neutre, elle donne quand même de la vie à tout ça, mais elle n'est pas non plus, tu sais, je trouve que c'est vraiment juste bien dosé pour ce que c'est. Donc, ça fait une lecture fort agréable et j'ai été vraiment agréablement surprise. Comme je vous dis, je m'attendais à plus quelque chose de divertissant, mais que je peux facilement oublier. Là, j'admets qu'il va me rester un petit peu plus quelque chose de cette lecture-là, de Robert Thorogood. Donc, quand même, intéressant. Puis après ça, je passe à Sophie Gagnon-Roberge. Et ça, il nous reste toujours quelque chose de Sophie Gagnon-Roberge. Parce que, en plus d'être une plume qui est comme... C'est enlevant dès le départ. Donc, en partant, t'as pas vraiment le choix. Tu peux pas résister. C'est super bien écrit. Les personnages, de toute façon, sont vraiment bien incarnés. Puis, il se passe vraiment pas des choses évidentes dans ces livres. Donc, ça nous fait toujours chambouler nos certitudes, bouillonner nos émotions. Fait que, habituellement, c'est rare qu'on va vraiment... on ressent toujours avec quelque chose qui reste avec nous pour la suite de notre vie dans les romans de Petit meurtre entre amis. Donc, voilà. Fait que je vous tiens au courant de la suite. Puis, là, il faut que je file à mon souper parce que je suis un peu en retard. Fait que, à tout de suite. Bonjour. Alors, on est le samedi 9 mai. Et comme d'habitude, je vous reprends après le boulot. Donc, en cours d'après-midi, cette fois-ci, j'ai pas attendu la fin. Il y a une popée à luminosité, puis je pense que je suis comme dans le bon timing de soleil indirect. Donc, on se voit parce que j'ai terminé absolument en apnée le 3e tome de Petit meurtre entre amis de Sophie Gagnon-Roberge, donc qui est intitulé Apparence. Un petit rappel avant que je vous parle de mon ressenti. Cette série-là, Petit meurtre entre amis, je le redis à chaque fois parce que ça peut paraître pas nécessairement évident, mais c'est une série, mais c'est pas une suite. Donc, chaque histoire est indépendante. Par contre, il y a des points communs, entre autres Petit meurtre entre amis, et le fait que ça se passe dans une école secondaire, le fait que ce soit un genre thriller psychologique, que ça s'adresse à du ado, jeune adulte, ado ou adulte, ou comme vous voulez, mais clairement, disons, je dirais je ne sais pas s'ils mettent un âge minimum. L'âge minimum, c'est plus en regard des sujets abordés, parce que sinon, au niveau de l'écriture, c'est super accessible, mais je vous dirais peut-être au moins 15 ans, peut-être, je sais pas. C'est à voir, mais peut-être juste le lire par vous-même, puis voir si votre jeune est rendu là ou pas, ou en tout cas, sinon, garder la conversation ouverte, si jamais ils ont besoin d'en parler, parce que c'est trop excellent pour limiter par rapport aux âges, mais en même temps, je suis pas sûre qu'à 10 ans, on est rendu là, c'est ce que je veux dire. Alors, dans celui-ci, comme j'avais lu la 4e de couverture, et je ne pourrais pas vous dire beaucoup de détails, évidemment, sur la nature des péripéties ou la nature des découvertes qu'on fait comme lecteur au fur et à mesure de la fameuse enquête parallèle de Caleb concernant le fameux décès de Victor Marchand et la situation qui fait en sorte que potentiellement sa meilleure amie Mia était présente et semble avoir été impliquée, alors qu'il n'y a pas l'impression que... Il y a l'impression que c'est plutôt des rôles renversés. Donc, il y a vraiment l'impression que Mia était dans une relation malsaine avec Victor, puis que potentiellement, c'était peut-être plus de la légitime défense. Donc, comme c'est indiqué, il va essayer tout au long du livre de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, malgré un choc psychologique, parce que c'est sa meilleure amie, c'est quelqu'un qui est mort, n'importe qui aurait un choc comme ça. Malgré plusieurs non-dits
au sein de leur trio, malgré les obstacles légaux, parce que c'est quand même une enquête légale qui est là, malgré l'espèce de chaos qui se passe dans sa maison, parce qu'il y a la séparation de ses parents, il y a sa sœur Jeanne qui est neurodivergente et qui réagit de toute façon, neurodivergente ou pas, à la séparation de ses parents, mais réagit en regard de la façon dont son cerveau conceptualise les choses, au changement forcé de maison, et alors qu'il est quand même très proche de sa sœur et tout ça. Donc, il y a ça à dealer quand même à la maison. Il y a des parents qui sont très bienveillants en même temps, même s'il y a de la bienveillance, ça ne veut pas dire que c'est simple. Et en même temps, mais il est vraiment confronté avec tout ça par rapport à le fait que toutes ces choses-là impliquent son ami, ça fait ressortir des choses. Et c'est également quelqu'un qui, comme je vous disais, fait de la musique, est très sensible à tout ce qui est sonore. Et il va être éventuellement en mesure d'avoir, oui, des choses que d'autres personnes n'auraient pas nécessairement pu ouïr. Et ça change beaucoup la donne pour lui parce que ça fait distiller le doute au sein de son âme. Donc, j'essaie de passer autour pour pas trop vous en dire. Je vous en dirai pas plus que ça, à part que, comme d'habitude, on est scotché à partir de la première page. Comme d'habitude, avec cette série-là et avec la pub de Sophie Gagnon-Robert, j'aime particulièrement ce qu'elle a priorisé pour cette série-là. C'est on entre dans l'action. On a un super bon dosage entre intériorité émotive et péripéties. On a une panoplie de revirements de situation. Encore une fois, une narration avec des passages un peu comme je vous disais, un peu extrait de journaux versus le déroulement régulier. Donc, au niveau de la dynamique, ça permet de dynamiser justement le récit. On n'est pas juste dans du linéaire. On a ce que j'appelle des side quests, comme d'habitude. Donc, on a quand même le côté, justement, la famille de ce fameux Caleb-là, avec sa sœur. Je vais vous en parler après, pourquoi je trouve ça super intéressant encore plus. Et on a vraiment la capacité de faire confiance au lecteur, peu importe son âge, mais particulièrement si c'est un lecteur ado, à recevoir tout ça, parce que c'est pas simple, c'est pas des choses légères, c'est des sujets très troublants. C'est des sujets très noirs, très sombres. C'est des sujets qu'on pourrait penser dans notre monde de Kalinours qui sont peut-être pas nécessairement présents tant que ça dès l'adolescence, mais finalement oui. Donc ça fonctionne, donc c'est crédible. En même temps, c'est torturant parce qu'on se dit comme ça n'a aucun espèce de sens que ce soit dans le sens où on se sent mal d'imaginer que ça puisse se passer dans un contexte comme ça. Le rythme est haletant. Les dialogues sont vraiment savoureux. On a vraiment comme une bonne... Puis l'intériorité de la narration, qui est... là, on a vraiment le point de vue de Caleb. L'intériorité du personnage est dans un niveau vraiment accessible, mais les dialogues sont vraiment comme super colorés. Puis on est vraiment en mode parler crédible d'ado. Donc ça, c'est quand même super important parce que c'est pas toujours le cas. Et là-dedans, ce qui est toujours un must pour moi, c'est que c'est à la fois la façon de jouer avec la stylistique, les structures du récit, les alternances de point de vue et les alternances de temps. Le fait de faire confiance à l'intelligence du lecteur, peu importe son âge, mais c'est les personnages qui fonctionnent toujours bien. C'est des personnages extraordinaires, absolument, dans le sens où extraordinairement ordinaires, je ne sais pas comment dire, mais ils se peuvent, ces personnages-là. C'est clair que c'est des gens qui étaient à notre école secondaire et en même temps sont singuliers, ils vivent toujours des choses un peu particulières, mais qui pourtant ne sont pas des choses qui sont pas communes. Puis là, ce que j'ai vraiment adoré, c'est on a eu plusieurs choses là-dedans, puis il y a des choses dont je ne peux pas préciser vraiment la nature, mais on a eu quand même, dès le départ, une bonne prise de conscience de Caleb. Ça, je vais en parler parce que c'est quand même, dès le départ, il fonctionne ça, une prise de conscience, une perception qu'on dirait que Mia n'a pas l'air totalement à l'aise dans sa relation avec Victor. Et on parle ici d'un jeune homme qui a la lucidité, la maturité, la sensibilité de se dire il y a quelque chose qui cloche. Ça implique pourtant, ça implique évidemment sa meilleure amie, ça implique pourtant un garçon de son école,
puis il est juste comme, c'est pas, ça marche pas. Donc ça, déjà, je trouve ça super intéressant. Donc, on est vraiment en mode allié, donc c'est super intéressant pour ça, dans cette fameuse culture de 2026 où malheureusement, tout ce qui est relation malsaine entre hommes et femmes, ou entre femmes et femmes, ou entre hommes et hommes est souvent dessus. Donc, cette espèce de, de capacité à saisir ça rapidement, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant que sa sœur soit neurodivergente, et j'ai trouvé ça intéressant de la façon dont ça a été exploité. Souvent, on a soit, bon, peut-être un personnage principal neurodivergent, il y en a de plus en plus, puis c'est intéressant. Mais des fois, c'est aussi une neurodivergence qui est là pour, on dirait, juste représenter la réalité. Mais là, dans ce cas-ci, la neurodivergence de sa sœur, elle va être à la fois le chaos et le sublime. On va dire ça comme ça. J'essaie de ne pas trop vous en dire. Le chaos et le sublime. Puis je trouve que ça permet tellement de percevoir la neurodivergence dans tout. Bien là, je vais être un peu c'est un jeu de mots poche, mais dans tout la richesse de son spectre. Et je dis pas juste l'amplitude de son spectre, mais la richesse de son spectre. Il y a une super relation frère-sœur, même si elle n'est pas super évidente. Il y a une super relation parent-enfant, même si elle n'est pas évidente non plus. Les parents ont l'air vraiment sympathiques. J'aimerais ça les avoir comme parents, même s'ils sont en train de se séparer. Les personnages qui sont rencontrés par les jeunes, les adultes qui sont rencontrés par les jeunes, sont des adultes quand même dans la bienveillance. Réaliste quand même, c'est quand même un policier qui est engagé là-dedans, mais qui est un policier relativement positif sans être super soft. Mais il y a quand même une notion de, bon, ben, par exemple, le meilleur ami de Caleb, Irdens, ben, dans le fond, de ce que je comprends, parce qu'il parle créole avec sa mère, j'imagine que potentiellement, il y a peut-être une origine ethnique Haïti, peut-être, je ne sais pas, mais on comprend que lui, sa relation à la police est dictée par le fait qu'il n'a pas eu des bonnes expériences dans sa famille par rapport à ça. Donc, même ça, c'est abordé, mais par la bande, par les jeunes, on n'a pas l'impression que c'est plaqué, c'est comme super bien intégré là-dedans. Ça semble absolument naturel. Tout ce qui est intégré là-dedans, tout ce qui vient ajouter des dimensions à ce récit-là, pour moi, j'ai trouvé ça approprié, juste, bien dosé, pas plaqué du tout, donc justifié visiblement. Ça amenait juste comme quelque chose de plus vivant, encore plus au récit. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Et puis bon, évidemment, tous ces romans-là se terminent avec un choc de lecteur, donc j'en parlerai pas, mais je vais faire un choc de lecteur, évidemment. Donc, il ne faut jamais, en effet, penser qu'on va s'en sortir tranquille en disant je le sais où ça s'en va. On ne le sait jamais où ça s'en va. C'est vraiment excellent. Écoutez, puis tout ça en 198 pages. La seule chose que je pourrais dire par rapport à ce livre-là, c'est que c'est vrai que la mise en place est un peu plus longue. En tout cas, m'a paru un peu plus longue. Pas dans le sens de trop longue, lente, ennuyante, dans le sens où on a vraiment pris le temps de mettre en place le contexte, ce qui est intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne base pour ensuite faire monter la tension. Mais c'est juste que, c'est pas que j'aurais coupé du tout là-dedans parce que c'était nécessaire. C'est juste que là, on était rendu déjà assez loin dans l'histoire. Puis je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Genre, il va rester quoi comme espace pour l'enquête? Puis dans le fond, après ça déboule, ça déboule, ça déboule. J'ai pas eu l'impression que ça déboulait trop vite. Et je pense que j'en aurais pris encore plus juste parce que j'appréciais à la fois la partie de mise en contexte, donc c'est pour ça que j'en aurais pas coupé, puis la partie qui est enquête où à toutes les 2 secondes, on demande au lecteur de dire « Toi, tu penses quoi moralement de ça? T'es allié avec qui là-dedans? » À toutes les 2 secondes. Puis il faut qu'on se remette en question en continu. Cette partie-là, je l'aurais pris encore plus parce que justement, c'est quelque chose qui n'est pas confortable, mais qui est vraiment intéressant. Donc, c'est ça que je dirais, c'est pas un bémol, c'est plus comme une attente. J'étais juste une lectrice un peu trop gourmande peut-être par rapport à ça. Mais sinon, allez-y. Vraiment, j'ai jamais été déçue par aucun des romans de cette série-là. S'il y en a d'autres, je vais les acheter systématiquement. C'est clair, moi je suis en bibliothèque, c'est sûr que ces romans-là sont en bibliothèque puis ils sortent aussi beaucoup. Donc ça veut dire que sur le terrain, ça résonne, c'est pas juste ma perception d'adulte qui est là puis tout ça. Ils sortent beaucoup. Je pourrais pas, je sais pas, j'arrive pas à trouver. Chacun des livres a eu
des dimensions qui m'ont vraiment plu, puis c'est jamais les mêmes types de dimensions qui me plaisent d'un roman à l'autre. Ça veut dire que l'autrice se réinvente quand même vraiment de façon importante, tout en nous gardant les points super forts, super accrocheurs de son style d'écriture, de l'originalité de sa façon de concevoir les intrigues, de jouer avec les effets stylistiques, de nous créer des personnages auxquels on croit. Ça paraît qu'elle travaille auprès, en tout cas, que son objectif, c'est d'être à l'écoute, dans le fond, de ce que les ados ont envie de lire, dans le sens où c'est quelqu'un qui, justement, est passeuse littéraire aussi dans son autre, avec ses autres chapeaux. Puis elle est là pour, justement, faire découvrir et s'assurer que les ados découvrent que c'est possible d'aimer lire, finalement, puis que c'est pas nécessairement quelque chose de lourd. Donc, clairement, ça s'est transféré là-dedans, sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on sent pas que c'est un livre à message qui nous dit, voyez, regardez comment je fais ça pour que les ados aiment ça. C'est pas ça du tout. On en profite, on l'adore, ce livre-là, on est emporté. Puis c'est la même chose pour les ados, ils ne se rendront pas compte. C'est juste que c'est clair que j'imagine que ce passé-là, ce bagage-là, c'est pas un passé, c'est son présent aussi, mais ce bagage-là, pour elle, j'imagine que ça doit quand même aider. Ça démontre un intérêt important pour comment l'ado réfléchit, comment l'ado ressent. Donc, voilà. Bon, il faudrait que je n'en parle, sinon on va être encore là demain. Excellente lecture, comme toujours, comme prévu. Donc, Petit meurtre entre amis, le tome 3, Apparence, de Sophie Gagnon-Roberge chez Les Malins. Et pour cette semaine, tout en chaos, ce sera la fin de la semaine de vlog parce que je suis complètement crevée. Je sais pas, à chaque fois, je me dis d'une semaine à l'autre, ça va se calmer, mais ça se calme pas. Mais c'est pas, comme je vous dis, c'est comme... C'est juste que ça arrête pas, mais c'est pas comme... C'est une avalanche d'actions à faire, mais c'est toujours dans mon champ de bibliothécaire, donc ça va, c'est juste que j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour lire. Celui-là, je suis contente. J'ai réussi mon objectif de dire que je lisais un livre en papier parce que j'ai réussi à lire en 2 trajets de train. Mais j'aurais pu lire, pour vrai, ça se lit tout seul là, sur une chaise parce que je me suis arrêtée. J'ai lu en marchant, j'ai lu en marchant dans le stationnement jusqu'à mon auto, j'ai lu toutes les secondes que j'ai pu, j'ai grappillé, j'ai marché, j'ai lu en marchant à Montréal alors que c'est pas super sécuritaire, faites pas ça. Jusqu'à mon congrès. Il a fallu que j'arrête ça en plein milieu d'un moment hanger avant d'arriver à mon congrès. Donc, c'est vraiment, je suis contente de l'avoir lu dans ce contexte-là parce que j'avais l'impression que j'avais juste le temps pour des livres audio, mais ça prouve que peut-être que je pourrais mettre peut-être un livre papier par semaine. La seule chose, c'est que là, j'avais vraiment un transport, le train, qui me permet... Moi, c'est la seule chose dans les transports en commun où je peux lire. J'ai mal les transports, donc à part le train, les restants me donnent mal au cœur, donc c'est pour ça que je suis toujours en livre audio. Mais là, le train, je pouvais. Le restant du temps, moi, je suis en voiture électrique pour les déplacements en temps normal, parce que j'habite en campagne puis je travaille pas en campagne. Donc, c'est sûr que ça reste les livres audio. Mais avec le côté, justement, de me dire que je prenais ce livre-là puis que je lisais en marchant, mais peut-être que je pourrais quand même essayer de me faire des lectures comme ça aussi. Je vais essayer d'en faire à chaque semaine, quitte à lire en marchant un bout quand même. Là, je ne parle pas quand je vais faire mes jogging, là, mais tu sais, je vais peut-être, sur l'heure du midi, à place d'écouter quelque chose, je pourrais peut-être lire en marchant. Ça pourrait être quelque chose de faisable. Donc, ben voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, malgré que c'était un peu atypique. Je vous ai pris juste en 3 gros segments, mais c'est à ça que ma semaine a ressemblé. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Comme vous pouvez voir, je me suis dirigée vraiment vers 3 styles de romans policiers un peu. On est parti de l'ancien au très contemporain. Donc, ben voilà. J'espère que vous avez des super bonnes lectures, que vous avez quand même à profiter du soleil qui est à lire dehors. Puis, ben, nous on se dit à la prochaine!